Et c'est parti. Pour notre prochain talk, Thomas nous avait déjà parlé de vélo, de faire ses vacances à vélo, mais cette fois-ci, je crois qu'on va aller plutôt sur un sujet qui m'a l'air un peu plus tech, parce qu'il y a un mot sur trois que je comprends, et j'ai cru comprendre que ça allait peut-être parler de Go aussi, quelque chose qu'on commence à connaître un peu chez Bedrock, mais je laisse Thomas nous en dire un peu plus. Merci beaucoup, Thomas. Eh ben, je vais prendre la suite. Je vais vous parler effectivement, je vais me présenter d'abord. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas Jarran. Je viens de fêter mes 1 an chez Bedrock, en début de semaine. Merci. Je suis développeur web depuis 10 ans, je code des 2 côtés de la requête HTTP et j'aime beaucoup m'amuser, dans le navigateur à coder, des expériences en temps réel, des petits jeux vidéo et cetera. Que vous avez peut-être déjà vu passer. Et donc, aujourd'hui, je vais venir vous parler, d'une techno, que j'apprécie tout particulièrement, c'est les WebSockets et que j'utilise, comme je le disais, dans mes jeux vidéo, dans mes applications, collaboratives et cetera. Alors ça va être effectivement un peu plus, tech que d'habitude. Qu'est-ce que, les WebSockets? Les WebSockets, c'est une technologie pour faire du temps réel dans le navigateur, entre un navigateur web et un serveur. Alors je vais préciser un peu ce que j'appelle, par, temps réel, qu'est-ce qui n'est pas du temps réel? En fait, les WebSockets, vous en avez déjà utilisé si vous avez fait des rétros sur Miro. Je suis allé vérifier, Miro utilise les WebSockets. Donc quand vous allez, bouger votre curseur et vous voyez le curseur du voisin bouger, vous voyez les post-it qui sont en train de se remplir, en train de se déplacer et cetera. Eh bien, pour donner l'illusion du temps réel, que quand vous bougez un post-it, vous le voyez qui bouge aussi, sur l'écran de votre voisin et de votre voisine, eh bien, c'est parce qu'ils utilisent les WebSockets et on va voir pourquoi ça permet de faire du temps réel. Le WebSocket, contrairement aux requêtes HTTP qu'on a l'habitude de manipuler dans le navigateur, c'est une connexion qui est, persistante, tout d'abord. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous l'avez, ouverte, elle, reste ouverte. Donc ça fait déjà la moitié du chemin de la performance et du temps réel, parce que, du coup, vous n'êtes pas obligé de résoudre le chemin vers le serveur à chaque fois. Vous allez pouvoir communiquer sur cette, connexion persistante et elle a l'avantage également d'être bidirectionnelle. C'est-à-dire que le client et le serveur peuvent tous les 2 être à l'initiative d'envoyer un message et d'envoyer de la donnée. Donc c'est un peu du serveur push quoi, on va dire. Avant ça, ce qu'on faisait, c'est, du long polling et cetera. C'est-à-dire que, plusieurs fois par seconde, on allait envoyer une requête HTTP pour demander au serveur: «Hey, il y a quelque chose de nouveau. Hey, il y a quelque chose de nouveau» et puis de temps en temps, le serveur, il est: «Bon, il y a quelque chose de nouveau, mais je vais attendre la prochaine fois qu'on me demande parce que je peux pas initier le truc». Donc une connexion WebSocket, elle est persistante et bidirectionnelle, ce qui va permettre de s'envoyer comme ça des données en temps réel à toute berzingue. C'est génial. Petit point protocole, tout part d'une requête HTTP quand même, quand vous êtes dans votre navigateur en fait. Vous allez envoyer, une requête HTTP avec le header connexion upgrade et le serveur, s'il est chaud et qu'il est prêt, il va vous dire: «OK, on passe en WebSocket», en vous répondant une réponse HTTP 101 qui veut dire switching protocol, on change, on va passer, à une connexion WebSocket qui est, heu, pour ceux que ça intéresse, également une connexion, TCP comme, c'est basé sur du TCP comme l'HTTP. Donc si vous êtes un petit peu curieux, tout ce process, ça s'appelle le handshake et vous allez le voir si vous, ouvrez votre console sur un site qui utilise les WebSockets. Vous allez voir passer une, petite requête que Chrome symbolise avec des petites flèches dans les 2 sens, là j'aime bien, et qui a donc ce fameux, 101 switching protocols et à partir de là, vous avez une connexion WebSocket. Si vous êtes encore plus curieuse, vous pouvez aller dans Messages et vous allez voir toutes les informations, qui passent, sur le socket. Donc là, c'est en texte, en JSON, donc c'est carrément lisible. Voilà, donc par défaut, quand vous ouvrez une connexion WebSocket, l'API, donc elle est supportée par tous les navigateurs et vous allez pouvoir envoyer du texte, généralement du JSON, mais à la limite, vous envoyez ce que vous voulez, comme quand vous créez une API, HTTP.
Donc c'est cool, ça va vite, c'est génial. Merci d'être venu à mon talk. Hem, merci. Alors, ça va vite, mais on peut faire mieux. Envoyer du texte, c'est peut être OK pour une réponse HTTP, mais quand on veut faire des expériences temps réel, du jeu vidéo, Fortnite ne peut pas s'en sortir s'il envoie, des données en JSON, à chaque fois qu'il y a un joueur qui bouge ou qu'il y a quelque chose qui explose. C'est pas possible. On va essayer de faire mieux et pour ça, on va parler, un petit peu optimisation. Alors, on va déjà essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe quand on envoie un message en JSON dans ce canal. Voici, par exemple, heu, un message JSON qui, en tant que serveur, je vais l'envoyer à tous mes clients pour les informer qu'il y a quelqu'un qui vient de se connecter, un nouveau client. Donc je vais appeler ça, client new, l'événement, et je leur dis: «Bah, voilà, son ID c'est 42. Merci de l'accueillir avec bienveillance». Quand j'envoie ce message, donc c'est là il se passe d'ailleurs exactement la même chose en HTTP, hein, quand vous répondez du JSON, qu'est-ce que la machine va faire? Elle va dire: «Ben, je vais représenter chacun des caractères, par un entier». Ça, c'est Unicode qui nous amène ça, c'est de l'UTF-8 et donc parenthèse, c'est 123. Après, il y a un espace, c'est 32, guillemets ouvertes, 34 et cetera et tous ces entiers, on va les représenter de manière, binaire, donc les voici et ce sont les octets qu'on envoie sur le réseau. Jusqu'ici, tout va bien. Donc par exemple, là, pour envoyer mon message, ça va, me coûter 34 octets parce que, bah, il y a 34 caractères dans ma chaîne et que chacun est encodé sur un octet. C'est ça qu'on va essayer d'optimiser. Alors ce qu'on va essayer de faire, c'est de parler directement en binaire à la machine. Comme ça, on va voir qu'on va essayer de réduire la taille de ce qu'on envoie et en plus, on aura moins de travail des 2 côtés à faire pour décoder des chaînes de caractères, en faire du JSON, puis ensuite interpréter le JSON pour que ça devienne une structure, un objet, et cetera. Alors comment on fait ça? Eh ben, on va faire comme lui. Tout ce qu'on envoie sur le réseau, il faut qu'on le représente de manière numérique. Il faut qu'on en fasse un chiffre, un nombre et à partir de là, bah, on peut ce nombre l'écrire en binaire et envoyer des octets sur le réseau. Donc je vais reprendre, mon exemple d'événement là et je vais me dire: «En fait, qu'est-ce que c'est l'information que je veux envoyer ici?» C'est pas parenthèse ouvrante, espace, ça m'intéresse pas dans mon métier. Ce qui m'intéresse, la vraie information qui se cache là-dedans, c'est qu'il y a un événement client new, un nouveau client s'est connecté et son ID c'est 42. Donc c'est ça idéalement que je veux envoyer et pas autre chose. Alors, voilà, je vais appeler ça, le nom du message ou de l'événement et le client ID. C'est ça que je veux envoyer. Alors mon ID, ça tombe bien, c'est déjà un entier, pas de problème, je peux l'écrire, je peux le représenter en binaire. Par contre, client new, c'est une chaîne de caractères et encore une fois, je pourrais m'amuser à lui envoyer un C, un L, un I et cetera, mais je ne suis pas une cheerleader. Donc, ce qu'on va faire plutôt, c'est trouver une petite astuce, digne d'un Mickey Parade. On va se faire une petite table de correspondance. On va se mettre d'accord entre le client et le serveur, comme quand vous passez, la clé pour décoder, votre code, Mickey Parade, à votre copain, dans la cour de récré. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tous nos événements de notre application dans une table et dire, bah, voilà, l'événement nouveau client, je vais le représenter par un 1, l'événement, un client s'est barré, je vais le représenter par un 2 et cetera et cetera. Et maintenant, je peux représenter mes événements, avec des chiffres, ce qui va nous aider. Donc si je reprends mon exemple, pour envoyer mon information de manière synthétique, je vais juste dire client new dans ma table, c'est un 1, l'ID du client, c'est 42. Je l'écris, j'ai besoin de 2 octets, du coup, j'envoie ça, dans la connexion WebSocket et là, je suis passé de 34 octets à 2 octets. Donc c'est, beaucoup plus efficace. Je vais pouvoir, bourriner et en envoyer plein. Alors je vais probablement avoir des choses un petit peu plus complexes à échanger que juste un ID de client, dans mon application. Donc je vous redonne un autre exemple, avec la position d'un joueur, par exemple, dans une carte. Donc là, le nom de mon événement, ça va être player position. J'ai toujours besoin d'identifier, de qui on parle, donc je passe l'ID 42, l'ID du joueur. Et puis ici, ce qui va m'intéresser, c'est d'envoyer une position en X et en Y dans une carte. Par exemple, mettons qu'il fait 10 000 unités par 10 000 unités.
Donc pareil, je cherche à représenter mon information, de la manière la plus, schématique possible. Je vais envoyer le type d'événement, l'ID du client, un X et un Y. Vous l'avez compris, pour envoyer la position représenter le type de message, je vais aller regarder dans ma petite table de correspondance. Ici, c'est un 5, donc j'envoie 5, 42, 3466 et 6046. Magnifique. Ça reste relativement court, ça tient sur 6 octets. La petite subtilité ici, c'est que vous le voyez, les positions en X et en Y, elles prennent 2 octets. Elles prennent 16 bits. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, 1 octet, quand tous les bits sont à 0, ça fait 0, quand tous les bits sont à 1, ça fait, 255. Donc on ne peut envoyer des chiffres que de 0 à 255. Si on veut envoyer au-delà, il faut commencer à encoder sur plus d'octets. Donc là, on l'a mis sur 2 octets, ça fait 16 bits, c'est ce qu'on appelle un int sur 16 et c'est ce que vous voyez passer aussi quand vous manipulez des langages qui manipulent directement de la mémoire, des int 8, des int 16, des int 32 et cetera. Ça définit, le nombre, de bits sur lequel ils sont encodés. Mais ça reste, un message assez léger, 6 octets, que je vais pouvoir envoyer, 100 fois par seconde si je veux, en minimisant, voilà, les impacts sur le réseau et les temps de processeur. OK. Alors maintenant que je sais encoder mon message, je vais l'envoyer à mon pote et il va falloir gérer la réception de l'autre côté. Donc pareil, prendre, le petit tableau de correspondance et décoder le message. Par exemple, si je reçois ça, vous savez tous ce que ça veut dire, bien entendu. Alors comment on va faire? Si je suis maintenant côté client et que je reçois ce message dans ma connexion WebSocket, eh bien, je vais commencer par décoder le premier octet, parce que c'est ma convention à moi, hein. Je me suis dit que je mettais, l'ID du message dans le premier octet. Donc ça, c'est un 7. Je vais aller regarder dans ma table de correspondance et le 7, ça correspond à, player kill. Donc il y a eu un meurtre, quoi, un hit. Et à partir de là, je vais pouvoir décoder le reste du message. Parce que maintenant que je sais que, je suis sur l'événement, player kill, et ben, moi, dans mon code, je sais à quoi correspond un player kill. Je me suis mis comme convention que je mettais d'abord, l'ID du tueur et ensuite l'ID de la victime. Donc c'est à ça que correspondent mes 2 autres octets et il me suffit de les transformer en chiffres. Donc là, je suis toujours côté client, côté réception. Je sais que, j'ai un événement player kill, que le tueur, c'est, mon joueur avec l'ID 42 et que la victime, c'est mon joueur avec l'ID 1. Donc je vais pouvoir afficher un message dans, le kill log, player, 42 killed player 1. Je vais pouvoir, afficher une animation, de fatality, ultra gore et cetera si je veux. Après ça, c'est le reste de mon application. Mais j'ai transféré mon information de manière efficace. Alors, ça, c'est un petit peu la théorie et maintenant ce que je vous propose, c'est qu'on code un petit peu un Miro ensemble. Donc, ça va être notre exemple, d'application, collaborative. Et puis puisque cette saison, on va le faire, en Go, côté serveur. Eh bien, c'est parti. Alors, la première brique que je vais me faire, c'est, des petits bouts de programme que j'appelle des codecs, qui sont des, encodeurs-décodeurs et qui vont être capables de faire un travail spécifique. Ça va être les briques de Lego les plus petites, fondamentales de mon application, qui sont capables, d'encoder, une information de mon application et de me renvoyer un octet quand je leur demande d'encoder. Donc par exemple, je vais avoir besoin d'encoder l'ID 42 de mon joueur, je vais le demander à un codec qui va me faire ça et quand je lui donne un ID, il me ressort, un octet. Et inversement, quand je reçois des informations, je vais lui donner un octet et il va me retourner, il va le décoder et me renvoyer un client ID. Donc en Go, je me suis fait, une petite interface, pour les gouverner tous, l'interface codec. Donc tous mes codecs de mon application, ils vont suivre cette interface. On voit que ça reprend à peu près le schéma. La petite subtilité ici, c'est que, pour ceux qui font du Go, je vais utiliser un byte buffer qui est un petit outil en gros pour manipuler des octets. Et donc ce qui fait le codec, c'est que, quand j'ai besoin d'encoder une information, dans le buffer, il va prendre en paramètre le buffer et la donnée qu'il a encodée
et il va l'inscrire dans le buffer. Et à l'inverse, quand je reçois une information, des octets du socket, je veux les décoder, donc je vais lui passer le buffer avec ces octets et il va me retourner l'information qui se cache dedans. Donc l'interface dit any parce que, en fonction des événements, ça va être un ID, une position de joueur, un booléen, le nom du joueur, ça peut être n'importe quoi. Donc je vais me faire une première implémentation qui va me permettre d'encoder des entiers de 0 à 255. On a vu qu'on en aurait besoin pour l'ID du joueur, etc. Et ça va être un int 8 codec. Je vous laisserai, il y aura les sources des slides si vous voulez regarder le détail d'implémentation, mais ce qui est intéressant là, c'est juste de dire que quand on encode la data qu'on va me passer, je m'attends à ce que ce soit un entier sur 8 bits que je vais écrire dans le buffer, et inversement, quand on me passe un buffer, je m'attends à ce que ce soit un entier sur 8 bits qui est dedans, et du coup, je vais ressortir le premier octet, et ça me renvoie directement un entier. Je vais me faire un codec pour encoder les entiers sur 2 octets, donc sur 16 bits. Donc lui, il est un tout petit peu plus complexe, mais voilà, en gros, il répond exactement à la même interface, c'est juste que lui, il est capable de traiter des entiers de 0 à 65 535. Ça va être pratique. Et une fois que j'ai toutes ces petites briques de Lego élémentaires, je vais pouvoir commencer à faire des codecs qui ont du sens pour mon application, ce que j'appelle les codecs composites. Donc par exemple, je vais faire un codec qui est capable d'encoder et décoder la position d'un joueur. Donc j'ai fait une petite struct qui représente les données que je veux transférer pour la position d'un joueur, donc son ID, sa position en X et sa position en Y. Donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, l'ID, je vais l'encoder sur un octet, c'est un int 8, et les positions, je veux pouvoir avoir des plus grands chiffres, donc ça va être des int 16. Et du coup, mon codec de position, je vais lui passer deux propriétés. Ce sont les petits codecs élémentaires que j'ai codés tout à l'heure, le int8 et le int16, parce que comme ça, il n'aura plus qu'à s'en servir. Tous mes codecs ne vont pas réinventer la roue à chaque fois. Donc si on regarde rapidement ce qui fait le codec client position, eh bien, quand on lui demande d'encoder une client position dans le buffer, il va d'abord aller écrire sur le premier octet l'ID du joueur. Ensuite, donc il utilise son codec int8 pour ça. Et ensuite, il va écrire la position en X sur les deux prochains octets avec le int16 et la position Y. Donc voilà, le buffer, c'est pratique. En Go, à chaque fois, donc là, il faut bien que ce soit dans l'ordre parce qu'en fait, à chaque fois, il ajoute à la suite. Donc c'est comme s'il append les octets les uns après les autres. Donc si je change les lignes, ça ne marche plus du tout. Pareil pour le décodage, je vais aller lui demander de lire au bon endroit d'abord l'ID, ensuite le X et ensuite le Y, et je reçois ça dans une jolie structure client position. Donc comme ça, j'ai un codec qui prend bien en entrée une client position quand on veut coder et qui me ressort une client position de l'autre côté quand je veux décoder. Et ensuite, petit schéma barbare, mais vous allez voir, ça a du sens. Je vais pouvoir prendre tous les codecs pour coder tous les différents messages de mon application, et je vais les mettre dans un grand service que j'ai appelé Binary Encoder, et qui va être capable de tout traiter. Ça va être vraiment mon point d'entrée entre mon application et le socket. Donc, lui, ce qu'il fait, c'est que quand il y a un message qui arrive du socket, qui a un tableau d'octets, bon là, je vous ai représenté les valeurs numériques pour qu'on puisse le lire, il va se dire, OK, j'ai ça comme information, je lis toujours le premier octet, c'est un 3, donc le 3, je sais que c'est mon événement player fire, par exemple, il y a quelqu'un qui tire dans le jeu. Donc, il va confier le décodage au player fire codec, qui va me renvoyer un événement player fire. Donc à partir de là, c'est la logique de mon application qui va travailler. Et par exemple, si le tir il était fait au bon endroit, peut-être que quelqu'un est mort suite à ce tir. Donc mon application, elle va me renvoyer, tiens, il y a un événement player kill, il y a eu un kill. Et elle va demander au binary encoder, tiens, encode-moi cet événement player kill, sors-moi des octets pour que je puisse les envoyer à tous mes clients dans le socket. Donc là, pareil, il va faire la méthode inverse, il va dire, OK, player kill, c'est le 5, donc je vais commencer un tableau d'octets qui commence par 5 pour que le client puisse s'y retrouver. Et ensuite, à la suite, je vais demander à mon player kill d'encoder le reste des données dedans. En code, ça va donner ça.
Mon binary encodeur, il a 3 propriétés intéressantes. Il a déjà la liste de mes codecs, c'est la même en double, mais il y en a une qui est indexée par nom et une qui est indexée par ID, parce que quand les données viennent du réseau, j'ai besoin d'en retrouver un par rapport à son ID numéro 5, donc je vais aller chercher dans le codec by ID. Et quand j'ai un événement qui me vient de mon application, je connais son nom, donc j'ai besoin de le retrouver par nom. Je me suis fait un codex by name. C'est ma première application en Go, donc il y a des trucs qui sont un peu naïfs, mais vous allez voir, on ira essayer de la benchmarker tout à l'heure. Et voilà, et c'est pas directement des tableaux de codec, c'est des tableaux de registered codec, une petite structure qui me permet à chaque fois de stocker l'ID de l'événement dans ma petite table de correspondance, son nom, et après le codec, le vrai, qui va se charger de traiter, encoder, décoder les données. Voilà, donc maintenant, ce binaire encodeur, pour qu'il serve à mon application, il va implémenter une méthode encode, qui là, pour le coup, est vraiment l'implémentation littérale de mon petit schéma, c'est-à-dire qu'il prend en paramètre un message qu'il va devoir encoder et il renvoie un tableau d'octet. Donc c'est littéralement ce que j'ai besoin de faire. Je déclare un nouveau buffer vide que je vais remplir. Je vais aller chercher le bon codec en fonction du nom du message. Vous l'avez vu en étape 2 là. Ensuite, en étape 3, je vais me servir de mon... Ah oui, je ne l'ai pas dit, il a lui-même un petit codec Intuit pour pouvoir encoder les numéros des messages 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc, la première chose qu'il va mettre dans le buffer, c'est l'ID du message, encore une fois, Mickey Parade, hein, pour que le client puisse retrouver de quel événement on parle. Et ensuite, dans le reste de buffer, il va demander au codec qui va bien, donc il n'a même pas besoin de le savoir, hein, ils sont enregistrés par name, il va dire au codec qui va bien, vas-y, mets la suite de tes informations dans ce tableau d'octet, dans ce buffer. Et puis moi, il ne me restera plus qu'à faire un buffer.byte, donc c'est pour récupérer le tableau d'octet qui a été construit dans le buffer. On a la même opération pour le décodage, donc encore une fois, on suit bien le schéma, c'est-à-dire que je prends en paramètre un tableau d'octet et je vais retourner un message de mon application. Donc cette fois-ci, le buffer, je le construis avec les données qui me viennent du socket, donc avec les octets qui me viennent du socket. Et je vais faire l'opération inverse de mon petit code. Je vais aller utiliser mon ID codec pour décoder le premier octet du buffer. Ça va me donner mon ID de codec, donc par exemple un 5 ou un 7. Et je vais pouvoir aller comme ça chercher le bon codec pour décoder la suite dans mon tableau des codecs. Et je vais lui demander ici à mon codec, tiens, va décode le reste du buffer. Et c'est là que si c'est un position codec, il va décoder l'ID du client, sa position en X, sa position en Y, etc. Et je retourne ça dans un message que mon application va pouvoir traiter. Et du coup, voilà, pour la petite histoire, il y a une représentation très visuelle de mon tableau des messages. C'est que dans mon serveur, quand je crée mon binary encodeur, je lui liste tous les codecs. Ils ont bien chacun leur ID et ils ont bien leur nom et ensuite le codec qui va se charger de traiter cette information. Donc, des événements très simples comme tiens, voici ton ID à toi, nouveau client. C'est juste un ID que j'encode, donc c'est un Intuit codec. Et après, tous ceux qui sont un peu plus métiers, c'est des positions codec ou des client hack codec. Donc voilà, ça, c'est mes codecs un peu composites. Alors, est-ce que c'est l'heure de jouer? Bientôt, accrochez-vous, je vous montre encore un tout petit peu de code et après, on va tester ça. Vu que c'est nouveau pour moi, Go, je fais une petite aparté sur comment j'ai monté un serveur WebSocket en Go. J'ai utilisé Gorilla WebSocket, une lib qui est assez bien répandue, qui est compatible avec le module HTTP par défaut de Go. Donc ça, c'est le module HTTP Go par défaut. Je vais lui dire, tiens, sur telle route, ça va être mon endpoint WebSocket, tu utilises ce handler de mon serveur. Et lui, ce qu'il va faire, c'est faire appel à upgrader.upgrade. Donc ça, c'est vraiment Gorilla WebSocket qui me le fournit, hein, c'est leur API. Et il va se charger pour moi de faire le handshake qu'on a vu en début, donc de dire au client, OK, on peut passer en WebSocket, je te fais un 101, j'ouvre la connexion persistante, et il me renvoie en échange un socket qui va être l'objet qui représente mon WebSocket sur lequel je peux lire et écrire des octets.
Et voilà, moi, pour les besoins de mon application, je crée un client. Ensuite, ce client, pour ceux qui suivent ici, je lance une petite go routine sur le client. C'est comme ça que je vais écouter les événements qui me viennent de ce client. Donc un client, je rappelle, c'est un utilisateur sur son navigateur qui s'est connecté à mon site. Et donc là, cette go routine, elle va être dans une boucle for infinie qui tourne en boucle et qui à chaque fois fait socket read message. Donc ça, c'est l'API de Gorilla WebSocket qui me file ça. J'ai un read message qui me renvoie un data qui est de type tableau d'octet. Donc c'est voilà, c'est exactement ce que je veux. Je reçois un tableau d'octet du socket et je n'aurai plus qu'à décoder ce tableau d'octet avec le binaire encodeur. Donc si vous avez suivi, ça me renvoie un message de mon application et que je vais envoyer dans un petit channel. Que comme ça, on utilise tous les concepts de Go. C'est génial. Le serveur, lui aussi, il a une Go routine qui va justement tourner en boucle et écouter les messages que chacun de mes clients, enfin des objets qui représentent mes clients côté serveur, m'envoient dans le channel. Et appeler une méthode handleClientMessage. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, la partie logique de mon application. Et donc là, qu'est-ce que je vais lui dire? À chaque fois qu'il y a un message qui arrive d'un de mes clients, je vais faire un bet switch sur le nom du message, de l'événement. Donc par exemple, premier cas, si c'est un joueur qui m'envoie sa position, eh bien, je sais que la donnée la data de ce message, ça va être un objet position. Je vais pouvoir mettre à jour, c'est mon client, c'est le client concerné, je vais mettre à jour sa position côté serveur dans ma simulation. Et après, je vais broadcaster à tous les clients connectés sa nouvelle position pour que chacun puisse afficher la nouvelle position du joueur sur son écran. Voilà, et après, bon, je vais avoir tous les événements de mon application. Me-name, c'est quand quelqu'un veut changer de nom, et vous pouvez imaginer dans un jeu de Snake multijoueur, par exemple, que ce serait je tourne à droite, je tourne à gauche, ou j'ai relâché les touches, je ne tourne plus, etc. etc. Un petit mot sur la fonction broadcast qui est utilisée. Sur la fonction write all que j'ai écrit là. Donc c'est ce qui me sert à broadcaster à tous les clients un message. Donc par exemple, tiens, le joueur 1 il a changé de position, il faut que j'avertisse tout le monde. Donc je vais passer mon message à cette méthode. Et je vais faire ce que je vous rabâche depuis le début, c'est-à-dire prendre un message, le convertir en binaire. Je me retrouve avec un tableau d'octet et après, j'ai plus qu'à boucler sur tous mes clients connectés et leur envoyer ce tableau d'octet dans leur socket pour que chacun le reçoive et le traite. Côté navigateur, je ne vais pas vous détailler ce qu'on fait, mais globalement, je vais faire le miroir de ça, mais en JavaScript. Pour ça, j'utilise une petite librairie open source que j'ai fait qui s'appelle Netcode et qui permet, donc d'habitude, je code en JS des deux côtés, parce que je fais du Node pour le serveur. Et donc, c'est une librairie qui permet de mettre en place un binaire encodeur où on a juste à déclarer nos événements, etc. Donc, je vais utiliser ça. Je vous montre quand même, côté JS, que je déclare quelque chose qui est vraiment très similaire, qui est mon binary encodeur avec tous les événements supportés par mon application et leurs codecs respectifs. Là, j'utilise l'index du tableau, mais vous voyez qu'ils vont bien avoir les mêmes ID. C'est très important, sinon votre application ne marchera pas. Demo time, vous êtes toujours là? Alors, je vais demander à tous ceux qui peuvent de sortir un MacBook ou un téléphone. Pour le coup, profitez-en. Et vous allez aller sur go.tom32i.fr. Vous avez un petit... voilà, on va essayer de mettre le plus de gens possible. Normalement, ça a déjà claqué? Oh, exceptionnel. Non, non, c'est le but. Attends, je vais le... Ce serait ballot qu'il soit down. Je vais essayer de le redémarrer. Vous avez réussi à le péter super vite?
Ah. Est-ce qu'il y a des gens qui reviennent là? C'est quand même surprenant. On était à peine à 10. Écoute, je ne sais pas. Non, j'ai pas fait de load test. Le load test, c'est maintenant. Ah ouais, ouais, ça claque. Eh ben, démo time. Merci d'avoir fait l'effort. Je pensais aller un petit peu plus loin. Ouais. Ouais, mais j'ai déjà eu plus de 100 personnes en. Well, bon, écoutez, c'est les affres de tenter une démo live. Mais je suis sûr qu'en plus, ça doit être un truc à la con, forcément. Mais je vous. Hmm. Non, non, c'est tout. Normalement, je voulais qu'on essaye de monter au plus de clients possible. Mais du coup, c'est un peu décevant. Écoutez, c'est comme ça. Ah, parce que ça revient de temps en temps. Ah, ouais. Mais ça claque aussi chez vous, c'est-à-dire que c'est pas juste moi, mon affichage. OK. Ah ouais, c'est ça. Non, mais ça, ouais, c'est surprenant. Écoutez, je le débuggerai un petit peu et je vous le renverrai. C'est pas grave. Vous avez les sources de ça. C'est sur Tom32i Go WebSocket sur GitHub et les sources des slides également. On va prendre un moment pour les questions et en attendant, je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir joué le jeu. On a une question de Oliver en ligne qui nous demande: est-ce que redéfinir son propre protocole sur mesure comme ça est toujours beaucoup plus performant que d'utiliser un protocole binaire dit standard comme protobuf par exemple? Non. Probablement pas. Encore une fois, moi souvent ce qui m'intéresse c'est d'expérimenter, de faire les choses à la main par moi-même et de comprendre comment ça marche. Je sais que quand je l'avais fait pour certaines versions de Curvitron, de passer de JSON en binaire, ça avait vraiment divisé par 50 le volume de données échangées et ça avait vraiment amélioré les performances. Après, si tu fais ça à l'échelle industrielle, Protobuf, il va un peu faire ça pour toi. Après, je suis convaincu quand même que pour pas des applications du scope de Bedrock, mais pour des applications du scope de Wattotune et Curvitron, ça marche très bien de faire son. Enfin, quand on l'a débugué plus que la veille du talk, ça marche très bien et ça tient très bien la charge. On a des questions dans la salle. Merci pour le talk. Est-ce que tu as regardé des alternatives à WebSocket, genre SSE, qui supportent d'autres choses nativement, comme les private updates, l'encryption de bout en bout, la restauration de l'historique et des choses comme ça? Ou est-ce que ça a l'air d'avoir le vent en poupe encore plus que WebSocket en ce moment? Ouais, WebSocket, c'est vieux, clairement. J'ai pas regardé le SSE dont tu parles, je sais pas du tout. Je te remercie. On ira regarder. On a une autre question de Oliver toujours. Est-ce que tu as fait le front en Go aussi ou est-ce que tu as dû recoder, l'encoder, décoder du protocole en JS en plus de Go? J'ai bien fait le front en JS, ouais. Ah ouais.
Le front est en JS et donc j'ai en gros le même code en JS qui fait la même chose, c'est-à-dire qu'il est capable d'encoder et décoder les mêmes events. On n'a pas d'autres questions pour ça? Ok, la transition. Eh ben, je pense qu'on a fini avec les questions. On peut encore applaudir Thomas pour avoir tenté la démo en live en plus. C'est très courageux. Ben, merci.